essayez. Vous essayez, s'il vous plaît. On a des choses à vous demander. On va vous entendre. Vous êtes en garde à vue. 24 heures, renouvelable. D'accord? Dans le cadre d'un dossier en criminalité organisée. Donc vous pouvez rester avec nous 4 jours. 96 heures. Le faussaire a installé son bureau dans l'une des chambres de l'appartement. Un simple ordinateur, un scanner et 5 imprimantes. Tout est là. Et une autre, pas même sortie de son emballage. Vous avez acheté le dernier modèle, c'est ça? Mais l'homme a une explication toute trouvée. C'est des imprimantes domestiques qui s'abîment très rapidement. Tu fais quelques impressions. Tu fais quelques impressions, elles sont mortes. L'encre coûte encore plus cher que l'imprimante. Ah ouais? David découvre aussi ses matrices, des modèles à partir desquels il constitue ses faux. Donc là, nous avons des bulletins de paye, un panel très très large de documents et de tout ce qu'on a, attestation d'employeur, relevé de banque, la Société Générale, LCL. Donc c'est très lucratif et il y a une grosse clientèle. Donc c'est pour ça que il a fait son activité quasiment quotidienne, c'est son travail, c'est son boulot. Il y a quelques semaines, à proximité de l'aéroport Charles de Gaulle, Laurent et ses coéquipiers sont spécialisés dans la lutte contre l'immigration illégale. Ils viennent d'être appelés par leurs collègues de la police aux frontières. 4 personnes ont été retrouvées sans passeport en zone internationale. Toutes déclarent avoir égaré leurs papiers et billets d'avion, un classique en matière d'immigration illégale. Ça, c'est les personnes qu'on va filocher aujourd'hui, à 3 femmes, un homme. Nous, le but, c'est savoir si effectivement il y a une structure d'aide à l'immigration illégale derrière ces gens. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir les prendre en charge, entrer en contact avec eux? Est-ce qu'ils seront logés quelque part? Et est-ce qu'ils vont bénéficier de structures pour les aider à passer dans d'autres pays ou à rester en France, quoi. Sans papier, les clandestins présumés apparemment d'origine vietnamienne ne peuvent pas être expulsés. En langage policier, on appelle ça l'abus de transit. Et depuis quelques mois, les cas se multiplient. La technique, prendre un billet pour un pays qui délivre facilement des visas. Par exemple, le Panama. Le vol retour vers le Vietnam passe par la France, avec une escale, comme ici à Roissy. Les passagers en transit se débarrassent alors de tous leurs documents officiels. Puis se présentent quelques heures plus tard, mine de rien, au poste de contrôle. Impossible désormais de retracer leur parcours. Une combine ingénieuse. Après quelques jours en zone d'attente aéroportuaire et une courte garde à vue, ça sort. Les 4 clandestins sont relâchés. Les 2 filles ont une veste bleu marine et la dernière fille a une veste marron clair. La filature peut commencer. Donc le véhicule sur la file de droite. C'est le début de l'enquête pour mettre au jour une filière organisée d'immigration clandestine. Et il est devant le camion. 27 km plus loin, le taxi va finalement déposer les migrants à Villiers-le-Bel, au nord de Paris. Il se gare. Ils descendent. Avec pour seul bagage des sacs plastiques, les 4 clandestins se déplacent désormais à pied, sous la surveillance des policiers. Je les vois. Ils sont en attente. Pour Laurent, l'apparente décontraction des clandestins accréditerait la thèse du réseau. On a pu constater qu'ils étaient plusieurs fois au téléphone. Donc est-ce que c'est pas un relais local qui va les prendre en charge ici? C'est ce qu'on s'achemine à découvrir. Souvent, dans ce type d'affaires, un logeur accueille les migrants pour la nuit en région parisienne. Mais cette fois, ils ne vont pas s'éterniser. Sous l'œil de 3 policiers qui les suivent à pied, ils sont récupérés par 2 passeurs. Ça charge. Bon, et les collègues, il va falloir que je vous récupère parce que ça va partir vite là. Moins de 2 heures après leur levée de garde à vue, les 4 clandestins sont à bord d'une berline noire enregistrée en Hollande.
Comme quoi, il y a bien un relais ici en région parisienne qui est venu les chercher, qui utilise un véhicule immatriculé à l'étranger, ce qui est courant dans les filières d'immigration. Donc pour l'instant, on ne se trompe pas. Direction A1, A3. La majorité des immigrés clandestins est prise en charge par des réseaux organisés. Des filières aux ramifications internationales qui se jouent des frontières pour tenter d'échapper à la police. La berline hollandaise franchit finalement la frontière belge. Grâce à la plaque et au téléphone, les policiers français vont désormais faire appel à leurs homologues pour lancer une enquête conjointe. Le bilan est positif pour nous parce qu'on a pu identifier un véhicule, on a pu identifier 2 personnes qui ont pris en charge notre groupe et on a pu aussi voir que les Vietnamiens ont passé énormément d'appels téléphoniques. Donc ça veut dire qu'il y a un réseau qui est derrière tout cela. De jour comme de nuit, ils sont en première ligne. 90 enquêteurs ultra spécialisés de l'OCRIEST, l'Office central de l'immigration. Leur mission, frapper les réseaux mafieux qui organisent la venue des migrants. On bouge pas. Des trafiquants d'êtres humains qui exploitent sans scrupule la misère des candidats à l'exil. J'ai vu la fresque là? Welcome to Vietnam City. C'est comme ça qu'ils ont rebaptisé le camp ici. Derrière chaque camp, il y a une mafia. Il n'y a pas d'autre système. Une criminalité qui rapporte plus que le trafic d'armes et presque autant que la drogue. Il est là, il arrive. Pour développer leur filière, les mafias n'hésitent plus à recruter des Français, prêts à violer la loi pour quelques billets. Il sait parfaitement que s'il se fait attraper avec autant de migrants dans son véhicule, il pourrait avoir de gros problèmes. Bonjour, c'est la police. Tout ça parce que j'ai transporté des gens. Je sais même pas d'où ils viennent. Si, je sais, mais bon. Avec l'afflux de migrants clandestins, le business des faux papiers explose. Police ! Des faussaires de plus en plus astucieux. En fait, monsieur est multicarte. Multicarte, il est capable de modifier tout de documents pour satisfaire sa clientèle. Carte vitale, permis de conduire, carte d'identité, diplôme ou titre de séjour, des faux documents qui offrent des couvertures indétectables aux clandestins. On m'a proposé son tarif. À la base, c'était 3 000 €. On a discuté jusqu'à 2 000. Interpellation, surveillance, filature, écoute. Les policiers traitent des dizaines d'affaires internationales. Bureau Afrique, Asie, Europe ou Moyen-Orient. Chaque enquête porte un nom de code aux accents de films d'espionnage. Billy the Kid, Merlin ou Prefector. Pour la première fois, les policiers nous ont dévoilé leurs méthodes et nous ont fait partager leur quotidien. Nous avons passé 6 mois à leur côté. On attend que l'autre équipe arrive par l'autre côté du camp. Et dès qu'ils sont en place, on intervient. Janvier dernier, début de notre immersion à l'OCRIEST. Kirin, 42 ans, travaille depuis 4 ans à l'office. Il est le chef adjoint du groupe Asie. C'est peut-être lui qu'ils ont vu cette nuit, parce qu'il est allé au camp à 3 h du matin. Aujourd'hui, avec sa collègue Cécile, ils font le point sur une affaire qui les occupe depuis 6 mois. Tu vois, alors déjà, il apparaît pas, hein, les appels, donc je présume que c'est celui-là, l'appel. Le démantèlement d'une filière d'immigration clandestine en provenance du Vietnam. Après, Les 2 policiers ont reconstitué l'organigramme d'un réseau tentaculaire qui passe par l'Allemagne, la Pologne, Paris et le nord de la France. On s'est surtout intéressé à l'activité de ces deux-là, qui font passer des dizaines de clients tous les mois. Donc c'est plus que de simples passeurs, ils ont un véritable rôle logistique complet. Ils vont également récupérer de l'argent auprès des financiers, ce sont des organisateurs à part entière. Le principal objectif du groupe, c'est ce chef réputé dans le milieu vietnamien, surnommé Loc. L'homme est très difficile à localiser. Il a un mode de fonctionnement un peu comme ce qu'on peut connaître dans les histoires de trafic de stupes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise une ligne téléphonique très rapidement, il change très souvent. Du coup, la difficulté pour nous, elle est d'essayer de rebondir et de retrouver à chaque fois les nouvelles lignes téléphoniques qu'il utilise pour continuer à cerner son trafic et à voir où il peut se trouver. Les trafiquants de migrants comme Loc opèrent tous au même endroit, dans le nord.
La région comptabilise à elle seule plus d'un tiers des filières de passeurs démantelées en 2016. Elles attirent des milliers de clandestins qui veulent à tout prix rejoindre l'Angleterre. Pour franchir la Manche, ils se cachent à bord des 5000 camions qui empruntent chaque jour l'Eurostar et les ferries à Calais. Avec l'intensité des contrôles et l'installation de grillages autour du port, les filières développent de nouvelles stratégies pour charger les migrants à bord des poids lourds. Sur l'A26, surnommée l'autoroute des Anglais, toutes les aires de repos sont aux mains des mafias. Le trafic des migrants est tellement rentable que les passeurs n'hésitent pas à s'installer à plus de 90 km de la côte, comme ici dans cette station-service située à Angres, près de Lens. C'est là que nous retrouvons Quirin, sur la piste du fameux loch. Sur les écoutes, il a découvert que l'homme prévoyait de filer à l'anglaise, en se mêlant au flot de clandestins qui, chaque soir, tentent leur chance à bord de l'un de ces camions. Dans cette station-service, ils vont utiliser la cuisine comme base arrière. D'ici, Quirin et ses collègues espèrent le repérer et l'arrêter. Toute la nuit, 2 policiers vont scruter la trentaine de camions stationnés sur le parking. Pour compléter le dispositif, 800 mètres plus bas, Quirin commence la surveillance d'un pont, point de passage quotidien des clandestins. C'est sa 3e nuit consécutive. Voilà, on est une bonne heure en avance par rapport à leur heure de passage habituelle. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Toujours s'accrocher, il ne faut jamais lâcher en fait. Ça finit toujours par payer. De longues heures d'attente. Et puis... Ça arrive là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus les 3, on est à 10. Les passeurs semblent ouvrir le cortège. Suivent les migrants, parmi lesquels se cache peut-être Locke, l'organisateur. Il y en a encore. Pourquoi vous intervenez pas tout de suite? Si on intervient tout de suite, ça va être une envolée de moineaux, ils vont courir dans tous les sens et on ne saura pas qui courir en fait, on a que des silhouettes la nuit. C'est calme au niveau du pont. À partir du maintenant, ils peuvent mettre au moins une ou 2 heures pour travailler, hein, le temps d'aller cibler les camions. Désormais, les passeurs se chargent de repérer les poids lourds qui peuvent être forcés facilement. T'as vu, il a une pince. Il coupe là. Il est en train de couper le câble qui tient la bâche. Il vérifie si la remorque peut contenir les clandestins. C'est ouvert. Et si le chargement est bien à destination de la Grande-Bretagne. Il y en a un qui rentre. Il regarde. Alors que les chauffeurs dorment paisiblement dans leur poids lourd, les passeurs font leur choix. Ah ouais, alors ça va charger, hein. C'est carrément les 30 qui arrivent vers nous. Les migrants s'engouffrent dans les camions. Pour eux, c'est l'ultime étape d'un long périple qui a commencé plusieurs mois auparavant au Vietnam. Mais Quirin et ses collègues décident de sonner la fin de partie. Tu vois, ils ont aménagé des passages dans le grillage. Le chauffeur du poids lourd n'a rien entendu. Ah ok. Ils l'ont coupé ici en fait, le câble.
Non. Kirin cherche Locke. Il le traque depuis des mois. Tap, tap. Lui, trop jeune. Trop vieux. Fifi, c'est bon? Dans ce premier camion, 16 personnes. Uniquement des hommes âgés de 20 à 50 ans. C'est la fin du voyage pour eux. Mais aucune trace de Locke. Kirin ? Un second poids lourd a été forcé. Son chauffeur, Romain, un Français de 26 ans, assiste médusé à la fouille de son camion. Sylvie, on te les envoie. Ah, c'est fini, on m'arrête plus par là. C'est bien, le matin. Et ça surprend un peu parce que voilà, on se dit que bon, ça peut pas nous arriver, mais non, si, ça nous arrive. Puis après, bah, si on se fait arrêter de l'autre côté, qu'on n'a rien entendu dans la nuit ou qu'on sait jamais, bah, on est passeur, donc bon, c'est pas la même chose. Dans le châssis, je sais pas. C'est pas le genre, hein, généralement, eux montent dedans. Même lorsqu'ils ignorent transporter des migrants, les chauffeurs arrêtés par la police britannique risquent de fortes amendes. Non, non, non. Locke, lui, court toujours. Non, il n'est pas dedans. Putain. Pas de tête de réseau, uniquement des migrants. Pour la plupart, de simples pêcheurs qui se sont lourdement endettés pour payer ce passage vers l'Angleterre, 3 000 €. Allez. Au revoir. Allez. Les arrêtez pas? Non. Parce que c'est des victimes. Nous, on s'occupe des passeurs, pas des victimes. On essaye d'arrêter justement ceux qui les font venir, qui prennent leur argent et qui les exploitent, etc. Beaucoup de ces clandestins retenteront bientôt leur chance dans ces camions. Mais ce soir-là, ils n'iront pas bien loin. Plus exactement, à 900 mètres de la station-service. Dans ce camp, où ils attendront leur tour. D'anciens ateliers situés en périphérie d'Angres, au milieu d'une petite forêt. À l'abri des regards, derrière ces murs épais, les bâtiments à l'origine mis à disposition par la mairie sont désormais squattés par les passeurs et tenus d'une main de fer par la mafia vietnamienne. Depuis des mois, Kirin et Cécile surveillent le camp, surnommé Vietnam City. Une cinquantaine de clandestins y vivraient en semi-captivité. Quand les migrants arrivent dans le camp, ils se font confisquer les téléphones portables. Et ensuite, ils ont des interdictions. Ils ont l'interdiction de sortir du camp sans autorisation. Ils doivent s'acquitter d'une taxe pour entrer dans le camp, qui est de 700 €, qui est reversée à la filière. C'est vrai que ça fait pas de bruit, mais le trafic des humains, c'est ce qui ramène justement le plus d'argent aux trafiquants après les stupéfiants. Ça rapporte plus d'argent que le trafic d'armes. C'est vraiment de vraies mafias qui sont hyper structurées et qui tirent énormément d'argent de ce trafic. La traite des êtres humains est un business rentable, mais risqué. Passible de 7 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Les trafiquants opèrent donc retranchés dans une quasi-forteresse. Côté forêt, le camp est aussi surveillé 24 heures sur 24, par des guetteurs, comme pour un point de deal. En caméra cachée, nous partons avec Cécile, la coéquipière de Kirin. Il ne faut pas trop rester là, par contre, là, il faut marcher. Si on s'attarde et qu'on regarde et qu'on mate, ça fait un peu moins discret que si on se balade entre deux filles, deux copines. Cécile veut évaluer leur système de surveillance. Nous, on dirait qu'on a passé là, le camp. Ah, t'entends ? Ils nous ont vus. Les guetteurs semblent avoir donné l'alerte. Ouais, donc... les deux mecs... 20 secondes plus tard, 2 hommes sortis du camp viennent à notre rencontre. Bonjour.
Nous jouons les promeneuses pour ne pas éveiller les soupçons. Vous pensez que ça, par exemple, c'est des gens qui surveillent? Oui, sans hésiter. En fait, ils s'adaptent à nos méthodes. Hein. Nous, on s'adapte aux leurs et eux, c'est pareil. Ils deviennent de plus en plus malins. Seul lien avec l'extérieur, un complice au profil étonnant. Un Français, un père de famille sans histoire. Un taxi qui multiplie les allers-retours. C'est une personne qui vit ici. Et puis je pense qu'il a dû créer des liens avec les organisateurs du camp parce qu'il a dû faire une course peut-être une fois par hasard ou 2 fois. Et puis du coup, il s'est dit pourquoi pas travailler pour eux. Les policiers ont mis le chauffeur de taxi français sur écoute. Grâce à ce téléphone, on va savoir, viens nous chercher, hop. Donc là, de suite, on se met en action et on est prêt à le suivre dès qu'il va repartir avec les personnes qui viennent récupérer dans le camp. Ce jour-là, 3 équipes de policiers assurent la filature du taxi. Philippe doit donner le top départ. Il est là, il arrive. Il sort. Le chauffeur français, que nous appellerons Julien, transporte régulièrement les gros bonnets du camp. Il remonte vers toi. Donc c'est pour moi. Il a pleinement connaissance du caractère délictuel de ce qu'il fait. Il l'a déjà évoqué sur certaines conversations. Il sait parfaitement que s'il se fait attraper avec autant de migrants dans son véhicule, il pourrait avoir de gros problèmes. Un Français, complice de filière, c'est plutôt rare. Pour Quirin, c'est même une première. Ça clignote, direction Lens Centre. Le chauffeur apporterait son soutien logistique aux chefs de camp dans toutes leurs démarches. Ça sort. Comme ce jour-là, l'achat de téléphones portables. Celui qui a la casquette, c'est un organisateur, c'est sûr. On l'avait vu sortir avec des filles une fois dans un magasin. Il n'y a que les chefs qui ont cette autorisation-là. Et c'est pareil, le port de la casquette est un signe distinctif ostentatoire du statut de chef de camp. L'enquête vise une dizaine de personnes au total, dont le chauffeur de taxi. Le gros coup de filet doit avoir lieu dans 2 semaines. Au siège de l'Office de l'immigration, les enquêteurs du groupe Afrique sont sur la piste d'un autre trafiquant, un faussaire d'origine congolaise. Diplômé en informatique, il utiliserait ses compétences pour produire de faux papiers. L'homme surnommé Pat a déjà été incarcéré en 2013 pour escroquerie et fabrication de faux documents. Sorti en 2015, il aurait depuis peu repris son business. C'est le dossier Billy the Kid. Vas-y, mets-la en grand, celle-là. Là, voilà. Depuis 4 mois, les policiers enquêtent sur lui et surveillent son domicile. Il y a l'histoire, il y a des mecs là qui sont rentrés et sortis. Donc là, t'as le groupe. T'as le groupe, ok. Ils ont photographié 3 hommes entrant dans l'immeuble du faussaire, manifestement des clients. Et puis t'as lui, à part son portable qu'il a en main, il a rien, il vient sans rien. Et la photo d'après, quand il sort de la résidence, il repart avec la petite enveloppe à format A4 et avec un kit certainement dedans. Les policiers soupçonnent le faussaire d'utiliser une nouvelle combine de plus en plus répandue. Un phénomène inquiétant pour David, chef du groupe Afrique depuis 3 ans. Après, là, logiquement, il y a la photo avec ça. La technique permet d'obtenir de vrais papiers français, par exemple une carte d'identité, à partir d'un kit de faux documents très facile à se procurer. Un kit, c'est une demande, qui est un formulaire CERFA, qu'on récupère en mairie, qui est accessible également sur Internet. Vous avez une copie intégrale d'acte de naissance, pour justifier de d'être né en France.
et un justificatif de domicile pour justifier que l'adresse que vous donnez, la mairie auprès de laquelle vous allez déposer, vous y habitez. Un formulaire en libre service, une facture EDF avec une fausse adresse et surtout un acte de naissance habilement imité. Cela peut suffire à passer entre les mailles du filet. Si l'anomalie n'est pas détectée, ce qui peut arriver, le titre est délivré. Donc en général, on commence par la carte d'identité. Et si la carte d'identité est délivrée, on demande immédiatement, avec le même principe, un passeport. La personne peut voyager librement dans l'État Schengen, aucun souci. On appelle ça l'obtention indue. Grâce aux écoutes, Sophie, directrice d'enquête, a pu établir que Pat utilise bien cette technique. Elle tente désormais de retrouver un maximum de bénéficiaires. Je vous fais écouter. Allô. Mon grand. Ouais, très bien. Je suis rentré hier soir. Ouais. J'étais bien parti, j'ai déposé et tout. Elle a plu aussi. Ouais. Je comprends clairement qu'il rentre d'un rendez-vous en mairie. Donc là, il n'y a plus trop de doute sur la commande. Et je peux faire donc ces recherches techniques sur cet individu pour savoir quels ont été ses déplacements en province récente. En clair, l'enquêtrice va retrouver l'endroit précis où le client a fait sa demande, grâce à la géolocalisation de sa ligne téléphonique. Une petite mairie du sud-ouest, située à 600 km de chez lui. Cette fois, l'agent municipal a détecté les incohérences du dossier. Sur l'acte de naissance copié par le faussaire figurent des fautes d'orthographe grossières, comme par exemple le général Leclerc, qui en cours de route va perdre son C. Grâce à ce modèle, Sophie est parvenue à rassembler une dizaine de demandes déposées partout en France et comportant les mêmes erreurs. Plus on a de dossiers, plus on peut établir la densité de son travail et j'ai pu en tirer les conclusions au travers de tous les dossiers qui ont été rapprochés avec mon affaire que c'était vraiment sa spécialité. Dans une semaine, l'enquêtrice procédera à l'interpellation de Pat et à celle de 10 de ses complices. À l'office, les faussaires, c'est 40% des affaires. C'est aussi un des plus jolis coups de ces derniers mois, l'arrestation de Préfector. Il avait mis sa petite musique de fond pour la pub. Un escroc 2.0 qui officiait sur Internet et les réseaux sociaux. Du jamais vu pour Julien Gentil, patron de l'office. En fait, il montre comment il les fabrique. Sur cette vidéo, postée sur une plateforme, le faussaire fait l'article de ses produits. Les cartes d'identité Made in Préfector passeraient selon lui tous les contrôles. Voilà, travail terminé, prêt pour l'action. C'est pas du tout le profil de faussaire habituel qu'on a dans les affaires. La plupart des profils de faussaires, c'est des réseaux qui fonctionnent que sur le bouche à oreille. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Là, en fait, on a une situation complètement différente. Lui, il n'a aucun réseau, il n'a aucun contact dans les communautés, ni dans la population. Il fait simplement sa pub sur Dailymotion. Sauf qu'au final, ça finit par ça marche parce qu'il y a un marché. Provocateur sur Internet, le faussaire savait aussi se cacher derrière des logiciels de cryptage. Les policiers ont mis 2 ans pour l'arrêter. Voilà, et là on a tout. Alors on a tout. Dans son ordinateur, ils retrouveront quelques 2500 faux, soigneusement archivés. Il y a quand même un côté collectionneur en fait. Un catalogue à l'offre très variée. Ça, c'est les cartes d'identité. Ça, ce sont des titres de séjour. Carte vitale, ça c'est un classique. Donc là, on a un ou une psychologue de Nanterre. Des relevés de compte. Non, il n'y a pas de problème, j'ai des sous, j'ai 4 000 € de solde. Là, j'ai un bon métier, commerce d'ordinateur, etc. Et j'ai un salaire net, en fait, de 3 700. Des cartes vertes. Donc ça permet de circuler, de passer des contrôles avec des voitures qui ne sont pas assurées. On a un diplôme d'état d'aide-soignant. Ouais, je dis, c'est pareil, c'est quand même pas... C'est un peu... voilà, potentiellement quand même un peu préoccupant. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens pour qui, en fait, obtenir un faux titre, un faux diplôme, une fausse facture, machin, débloque, en fait, des situations. C'est la manière de mettre un peu d'huile dans les rouages des complexités de la société. Pendant des années, Préfector a ainsi gagné 4 000 € par mois
et offert à des dizaines de personnes en situation irrégulière une couverture indétectable. Tout comme Pat, le faussaire du groupe Afrique. Son arrestation est prévue pour demain. Au petit matin... C'est bon, t'es prêt toi, Jean? 40 policiers sont mobilisés pour le coup de filet. David et Sophie dirigent le groupe. C'est le moment crucial de l'opération, en espérant que tout se passe bien et qu'on trouve tout ce qu'on veuille à son domicile. Le faussaire vit à 20 km en région parisienne, dans une petite cité résidentielle. Les policiers veulent le cueillir au saut du lit pour l'empêcher de détruire des preuves. Vous essayez? Vous essayez, s'il vous plaît? On a des choses à vous demander. On va vous entendre. Vous êtes en garde à vue. 24 heures renouvelable. D'accord? Dans le cadre d'un dossier en criminalité organisée. Donc vous pouvez rester avec nous 4 jours. 96 heures. Le faussaire a installé son bureau dans l'une des chambres de l'appartement. Un simple ordinateur, un scanner et 5 imprimantes. Tout est là. Et une autre, pas même sortie de son emballage. Vous avez acheté le dernier modèle, c'est ça? Mais l'homme a une explication toute trouvée. C'est des imprimantes domestiques qui s'abîment très rapidement. Tu fais quelques impressions. Tu fais quelques impressions, elles sont mortes. L'encre coûte encore plus cher que l'imprimante. Ah ouais? David découvre aussi ses matrices, des modèles à partir desquels il constitue ses faux. Donc là, nous avons des bulletins de paye, un panel très très large de documents et de tout ce qu'on a, attestation d'employeur, relevé de banque, la Société Générale, LCL. Donc c'est très lucratif et il y a une grosse clientèle. Donc c'est pour ça que ça en fait son activité quasiment quotidienne, c'est son travail, c'est son boulot. C'est comme mon travail quotidien. Ouais, vous travaillez en intérim aussi. Vous avez aussi un travail, une façade officielle. Bah après, vous avez du monde à la maison, il faut nourrir toutes ces personnes, c'est ça? Ma femme, elle travaille. D'accord. Vous nous expliquerez tout ça, monsieur. Il n'y a pas de problème. On va prendre ça. Les bulletins de paye et les relevés d'identité bancaire seraient vendus 50 à 100 € pièce. Mais le plus rentable pour le faussaire, ce sont les kits pour des papiers d'identité. De naissance. L'extrait d'acte de naissance, vous voyez, c'est quand même pas très compliqué. Hein. Il suffit de présenter un acte de naissance voilà, qui présente bien, avec un tampon, une Marianne, quelque chose qui semble authentique. Et on obtient la nationalité française moyennant 2 000, 3 000 €, 4 000 € selon ce qu'il a décidé de se faire payer. Les policiers de l'office repartent avec matériel et documents. Autant d'éléments à charge contre le faussaire en mauvaise posture. D'autant que les autres équipes ont dans le même temps arrêté 5 intermédiaires et un client présumé. Le faussaire l'ignore, mais depuis 6 mois, l'office a accumulé de nombreuses preuves contre lui. On va la mettre là-dedans. C'est lui qui a les cartes en main. Hein, monsieur? Les auditions s'annoncent difficiles pour Pat. Allez. Dans le nord, non loin de Calais, c'est le grand jour. L'aboutissement de 8 mois d'enquête sur le réseau de Vietnam City, l'arrestation des chefs du camp. L'opération est dirigée par Kirin et les policiers du groupe Asie. Le commissaire Pidou, numéro 2 de l'office, a même fait le déplacement. Donc on intervient ce soir dans le cadre d'une commission rogatoire qui vise le démantèlement d'une filière d'immigration irrégulière de la communauté vietnamienne. Donc dans ce cadre, on a demandé un appui aérien, donc l'hélicoptère de la gendarmerie nationale. Un hélicoptère, des maîtres chiens, 30 policiers de l'office venus spécialement de Paris, assistés d'une vingtaine d'enquêteurs de Calais et de Lille. Au total, 60 fonctionnaires mobilisés. Ce que les policiers redoutent,
c'est la fuite de leur cible. C'est pourquoi ils ont monté un plan quasi militaire. Et ceux qui sont là... L'encerclement du camp à la tombée de la nuit. Donc là, on a cassé le cadenas. Ça, c'est un point qu'il faut absolument bloquer. Hein. Ouais. Parce que les mecs, ils vont courir pour aller là-bas. Ouais. Après, ça traverse là. C'est un point. De toute façon, on se rejoint ici. Il faudra laisser du monde de toute façon là aussi. Donc, il y a des moyens d'éclairage dans le bois. Quand vous serez en position, parce que dès qu'on déclenche le top, voilà. L'intervention a été programmée à 19 h, le soir du premier de l'an vietnamien. Kirin espère ainsi capturer les principaux responsables du réseau, restés au camp pour célébrer l'événement, dont Locke, le chef, qui lui avait échappé sur l'aire d'autoroute. Tu veux qu'on se garde là ou un petit peu? Ouais, non, c'est très bien. Bon, Parce qu'au-dessus, il y a déjà les autres. Les 60 policiers se divisent en 4 groupes. Dispo de Cécile. Cécile tient l'entrée principale. Ouais, alors nous, on vient d'arriver. Dario, tu es arrivé aussi? D'accord, ok. Bon, on reste tous dans les voitures. Et puis, on sortira au dernier moment. À 200 mètres de là, Kirin est chargé de la mission la plus difficile. Guider 12 policiers dans une forêt qu'ils ne connaissent pas, de nuit et sans se faire repérer. C'est encore après. Muni d'une caméra thermique, Kirin joue les éclaireurs. Je surveille le chemin en attendant que tous les autres collègues arrivent. Je suis devant. Je suis devant jusqu'à l'intersection, donc là c'est clean, il n'y a personne. Vous pouvez avancer la colonne. Les policiers doivent prendre le camp à revers. Le camp, il est juste en bas là-bas. On va faire un tour par la droite là. Parce qu'à partir de là, au bout du chemin, c'est là où il y a la clairière qui est dégagée. Donc là, on risque de se faire repérer, donc on va contourner par l'intérieur. Après 20 minutes de progression dans les bois, les policiers approchent du but. Sylvie, tu peux prévenir l'hélico. Et là. C'est par là qu'on rentre. Pour que l'opération soit un succès, tous les policiers doivent intervenir au même moment par surprise. On attend que l'autre équipe arrive par l'autre côté du camp. Et dès qu'ils sont en place, on intervient. Mais Kirin ne va pas pouvoir attendre. Ils ont été repérés. Il y a du monde qui arrive. Les policiers sont visés par des projectiles. Allez, go, go, go. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Kirin réalise qu'il n'y a plus une seconde à perdre. Police! On bouge pas! On bouge pas! Reste là. Les passeurs savent ce qu'ils risquent s'ils sont arrêtés et sont vraiment prêts à tout pour échapper à Kirin et ses hommes. Oh putain! Sors de là! Il y en a un qui est dans leur fosse septique là. Là. Ok, comme. Hey, d'autres coups. Il y a ceux qui se cachent Il y en a là-bas qui passent. et ceux qui tentent de forcer les barrages. Les fuyards sont rassemblés sous le préau du camp. Tandis que l'hélicoptère de la gendarmerie piste les derniers fugitifs. 2 hommes qui ont réussi à se sauver par la forêt, vite repérés grâce à la caméra thermique.
L'hélicoptère guide 4 policiers au sol. Une chasse à l'homme qui va durer près de 50 minutes et conduire les enquêteurs de l'autre côté de l'autoroute, où les fuyards sont retrouvés tapis dans une évacuation d'eau à plus de 2 km du camp. Une course folle dans la forêt, pieds nus en plein hiver. Il y en a un qu'on connaît parce qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur les surveillances, donc c'est très bien, c'est un des objectifs. Et le deuxième a tous les signes caractéristiques, il a les tatouages, les chaînes. Et puis bon, pour prendre la fuite comme ça, c'est que c'est un organisateur. Les simples clients sont tous restés assis autour de la table ici. Les 2 hommes sont placés en garde à vue. Au total, 13 chefs présumés, soupçonnés par les policiers d'exploiter la détresse des clandestins. Maintenus dans des conditions de vie indignes au sein du camp. À l'étage, des matelas à même le sol en guise de dortoir et un plancher qui menace de s'écrouler. Pas d'eau courante, ni même d'électricité. La nourriture, elle, est stockée dans cette pièce dont l'accès est interdit aux migrants. Pourtant, l'entrée au camp leur est facturée au prix fort par le réseau, 700 €. Au total, du Vietnam à la Grande-Bretagne, chaque migrant rapporterait 20 000 € à l'organisation. Locke et ses hommes sont riches, mais malgré leurs efforts, les policiers ne découvriront ni le chef de bande, ni le butin amassé. Reste désormais à déterminer le rôle de chacun. Dans la mafia vietnamienne, la loi du silence prévaut. Reste là, reste là. Mais Quirin et ses coéquipiers comptent sur un témoin privilégié, un Français complice présumé du réseau, un chauffeur de taxi qui doit être arrêté le lendemain. Retour en région parisienne, au siège de l'office. Les auditions du faussaire arrêté par Sophie et David sont sur le point de commencer. L'homme, soupçonné de fabriquer des faux papiers chez lui, va devoir s'expliquer face aux enquêteurs. Mais il n'est pas prêt aux aveux. Bon, on va revenir à votre activité un petit peu parallèle. Parce que quand même, vous êtes occupé toute la journée. Oui ou non? Avec que tu es en train de dormir. Oui, alors... Oui, bien sûr que vous êtes quelquefois en train de dormir. Nous sommes tous quelquefois en train de dormir. Mais de votre journée, vous en faites quoi? J'étudie. Bon, d'accord, vous dormez, vous étudiez, mais sinon, vous faites quoi d'autre? Surtout, là, en grande partie, les études. Bon, d'accord. Ça va être un peu plus long que prévu. Car les policiers n'ont trouvé chez l'élève studieux aucun livre ni cours, uniquement du matériel pour falsifier des documents. Par quelles infractions vous vous sentez concerné, monsieur? Je me sens concerné par rapport à l'établissement des fiches de paye, de quittances des loyers, tous les éléments que vous pouvez constater sur l'ordinateur que vous avez saisi. Chez lui, les enquêteurs ont aussi mis la main sur des imitations d'actes de naissance. Et la loi est encore plus sévère quand il s'agit de fabrication de faux administratifs. On n'a pas retrouvé des actes de naissance aussi ce matin? Oui. Expliquez-moi. Pourquoi des actes de naissance? Quel intérêt? Parce qu'il demande l'affiliation au niveau des HLM. L'acte de naissance, il a une utilité beaucoup plus importante. Dans votre environnement, il y a bien des gens qui ont d'autres soucis que d'avoir un crédit ou d'avoir un logement. C'est d'avoir des papiers, des documents. C'est des gens qui sont en situation régulière.
Donc je vous pose la question, pourquoi n'évoquez-vous pas la délivrance de kits frauduleux destinés à des clients en situation irrégulière souhaitant obtenir frauduleusement des titres authentiques? En gros, des faux papiers que vous produisez peuvent servir à obtenir des vrais papiers. Ça, je ne touche pas à ça. Donc je ne touche pas à ça. Pat risque 10 ans de prison, la peine maximale, et c'est un récidiviste. Beaucoup d'éléments l'accablent. Comme cet acte de naissance, retrouvé le matin même à son domicile. Un faux, daté d'il y a seulement 4 jours. Vendredi, c'était une commande. Il devait donner ça bientôt à son client. Il y a surtout le témoignage de cet homme. Un Français d'origine congolaise qui aurait passé commande au faussaire pour son frère resté au pays. Il milite dans un parti d'opposition, donc il est très menacé au pays. Donc c'était mon devoir à moi de l'aider. J'étais dans un café et puis un ami me dit « Ouais, mais je connais quelqu'un qui fait des passeports français, des vrais faux passeport français. » Et puis il m'a mis en contact avec le mec. On s'est rencontrés, on a discuté, il m'a proposé son tarif. À la base c'était 3 000 €, on a discuté jusqu'à 2 000. Je lui ai demandé il faut quoi pour monter un dossier. Il m'a dit non, pour monter un dossier c'est moi qui m'en occupe. Toi tu me ramènes que des photos. Il a pris contact avec la mairie et après c'est lui qui suit le dossier. L'arrestation de Pat aura prématurément mis fin à l'entreprise. Le client sera relâché, mais son témoignage accule le faussaire, contraint de passer aux aveux. Commission financière. Combien de dossiers frauduleux destinés à être déposés en mairie avez-vous produit, constitué depuis 2016? Je dirais 4. Uniquement 4 dossiers? Oui. Bon, bah, si c'est ce que vous dites, c'est peut-être la vérité, hein. J'en doute, mais bon, on va voir. En réalité, ce seraient des dizaines de dossiers. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il minimise. C'est des gens qui commettent des infractions et qui en vivent et qui en profitent. Ils exploitent la misère humaine, on va dire. C'est souvent comme ça que nous, on voit les choses. Ils font quand même beaucoup de mal à la société en passant devant des gens qui, eux, galèrent depuis des années pour obtenir un passeport français ou une carte nationale d'identité français. Il vous dira régulièrement, qu'il fait ça pour gratuitement, à titre gratuit pour la communauté, oui, pour ses amis. Mais il n'est pas Mère Teresa, mais voilà. On va pas dire qu'ils s'enrichissent, ils vont pas acheter des villas, des pavillons, des yachts, effectivement. Mais bon, ils vont en vivre régulièrement, très bien, et ils font très rarement gratuitement. Pat, placé en détention provisoire, attend toujours son jugement. Quant aux bénéficiaires, l'enquête devrait permettre d'invalider leur titre. Chaque année, entre 300 et 600 000 documents d'identité seraient délivrés à partir de faux. Dans le Nord, un autre homme risque gros. Ce matin, les policiers débarquent chez Julien, le chauffeur de taxi du réseau vietnamien. Bonjour, c'est la police. Ah. Oui. On vient pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier et à la circulation des étrangers. Je suis taxi. Je sais bien. L'artisan, âgé de 55 ans, est placé en garde à vue. Mauvais espace. Mais il accueille les policiers avec une hospitalité déconcertante. Je fais le café quand même. Il est pourtant soupçonné de profiter des bénéfices d'un réseau d'immigration clandestine. On sait que vous avez de l'argent ici, donc il y a deux solutions. Soit vous nous dites où c'est et on évite de tout retourner la baraque, soit on fait une vraie perquise façon stup. Donc voilà, ça tient qu'à vous à ce que les choses se passent rapidement, correctement. C'est vous qui nous dites. Julien dévoile une première cachette aux enquêteurs. En tant que taxi, un peu d'argent liquide peut sembler anodin. 1, 2, 3, 4, 5, 250, on est d'accord. 250 ici. Même lorsque le magot est caché
dans la nourriture réservée aux poissons. Voilà. Il y a combien là-dedans? 500. 500. Mais Quirin a écouté Julien durant 7 mois. Il a beau faire diversion, le policier sait qu'il détient bien plus que ces petites sommes. Je sais pas. Pourquoi dans du papier alu? Vous aviez évoqué une machine à pain dans laquelle il y avait de l'argent. Vous pouvez me montrer où c'est? Ouais. Le chauffeur de taxi fait mine de s'exécuter. Mais il va tenter une feinte. En sortant, son cuiseur de riz. C'est encore dedans? Rien. Hein? Vous l'avez enlevé? Non, bah j'en avais plus. Je vous le redis, monsieur. Et si vous voulez pas qu'on retourne toute la baraque, dites-moi où c'est. Voilà. Voilà. C'est exactement ça que je veux. Voilà. On est d'accord. Cette fois, 6 500 € de grosses coupures. L'argent est saisi par les policiers. Je vous laisse vous éloigner, je vais la sortir. Son taxi est confisqué. Julien, incrédule, accuse le coup. Tout ça parce que j'ai transporté des gens. Je sais même pas d'où ils viennent. Si, je sais, mais bon, il n'y a rien d'illégal. Je suis taxi, je fais mon boulot. Donc je voudrais bien savoir, moi, s'il est saisi, qu'est-ce que je fais après? On m'enlève ma licence, tout. Là, il y a un truc que je comprends pas. Le chauffeur de taxi est-il de bonne foi? Pouvait-il ignorer être hors la loi? Vous venez. Julien n'a jamais eu affaire à la police. Ah oui. Accusé d'aide à l'immigration en bande organisée, il peut rester jusqu'à 4 jours en garde à vue. Quirin veut lui démontrer que dans cette affaire, il est allé bien au-delà de son simple rôle de taxi. On a pu déterminer qu'en fait, vous aviez quasiment le monopole du transport des Vietnamiens. Ça s'appelle que vous, d'où qu'ils viennent, que ce soit à la gare de Lens, mais aussi à Hasbrook, la semaine dernière à Reims. Comment vous expliquez que même ceux qui arrivent à Hasbrook ou à Reims aient votre numéro à vous? Eh ben ça, c'est par rapport au chef. Moi, je pense que celui-là qui se trouve à Reims ou n'importe où, il appelle le chef, je sais pas lequel, et là, il donne mon numéro. Non seulement vous les transportez, mais vous les aidez également au quotidien dans des petites démarches, comme par exemple acheter des téléphones portables. Ouais, mais tout son travail, je viens en course. Donc pour vous, c'est toujours des courses que vous faites payer. Bien sûr. Il apparaît aussi que c'est vous qui leur faites la monnaie quand ils reviennent de Paris avec des grosses enveloppes, des billets de 500 €, c'est vous qui leur faites la monnaie. Ouais. Les policiers ont aussi recensé plus de 70 trajets effectués pour le compte des chefs, parfois à Paris et même à l'étranger. À Bruxelles même. Dans le centre. Ouais. J'y étais, c'est sûr. Il y a des endroits où ils sont repris en charge par des membres d'une filière. Ouais, je comprends. Ah oui. Si, je comprends. Vous pouvez pas dire que vous niez ça. Non, j'ai pas nié. Vous êtes en conscience de ça quand même. Voilà. Vous comprenez qu'après, les choses cumulées, on n'en est plus au simple taxi qui emmène les petits Vietnamiens faire leurs courses à Carrefour. Non, comme vous le dites là, c'est sûr. C'est sûr. En France, la loi interdit de transporter des étrangers en situation irrégulière, sauf dans le cadre d'une aide humanitaire. Pour ce délit, le chauffeur de taxi risque jusqu'à 5 ans de prison. Pour lui, c'est juste des clients, mais bon, ce ne sont pas des clients comme les autres à partir du moment où il a conscience qu'il transporte des clandestins. Vous pensez qu'il est sincère quand il dit qu'il Ouais, ne pensait rien faire de mal? Ouais, je pense vraiment. Je pense qu'il a pas eu conscience de cette notion-là, à un moment donné. Mais bon, là, il réalise bien. À tel point que Julien va tout faire pour s'attirer l'indulgence des magistrats. Les 13 hommes arrêtés la veille au camp se murent dans le silence. Le chauffeur de taxi français, lui, va coopérer et accepter d'être confronté visuellement à ses anciens clients. On va revenir en détail sur les individus que nous, on a interpellés au camp hier soir. D'accord. D'accord. Est-ce que vous acceptez à ce qu'on vous les présente et vous allez nous dire si oui ou non, et ils ont déjà fait appel à vos services pour faire des courses? Celui-là, vous le connaissez? Ouais. Il a fait appel à vous pour faire quoi, lui? Déposer à la gare. Qu'est-ce qu'il fait à la gare? Après, il s'en va sur Paris. Ça fait combien de temps qu'il est dans le camp, lui, à peu près? Bon, moi, j'ai toujours connu. Ça fait 2 ans. Ah, d'accord. 2 ans. Son témoignage clé permet à Quirin de séparer les chefs des simples migrants.
Lui? Lui, non. Dans le squat, c'est tout. Lui, dans le squat, c'est tout? Ouais. C'est pas une tête. Depuis combien de temps il est là, lui? Alors lui, c'est pareil, pas si longtemps que ça. Lui, c'est un nouveau aussi. Finalement, 4 des 13 hommes interpellés seront mis en examen. Tout comme le chauffeur de taxi qui réalise son erreur. Ça fait mal, je veux dire. Parce que là, franchement, ma vie, moi, j'ai 55 ans. Je vais faire quoi de me remettre de tout ça, franchement, ça va être dur. Voilà. Depuis, Julien a été relâché et placé sous contrôle judiciaire. L'enquête policière est terminée, mais Locke n'a pas été arrêté. Chaque année, 200 000 clandestins arriveraient sur le territoire français. En 2016, 286 filières ont été démantelées.